Salut Bertrand. Bonjour. Alors Bertrand, ma première question elle est toute simple. En décrivant un peu ton parcours qui a été un peu, comme je disais, aux frontières des disciplines et de plein de choses, pourquoi tu es venu à t'intéresser là, en 2019, maintenant, au cerveau? Et pourquoi s'attaquer au cerveau quand on est un chercheur et un inventeur comme toi? Alors, je suis ingénieur, effectivement, et inventeur. Je m'intéresse, comme beaucoup de gens, au cerveau depuis très longtemps, mais dans mes études, en fait, j'ai terminé mes études en travaillant sur le syncrétisme multisensoriel. Donc j'étais déjà dans les années 90 sur le cerveau. Le syncrétisme multisensoriel, c'est comment les différents sens, la vision, l'ouïe, l'odorat, la proprioception, contribuent à créer une image unique de notre environnement pour pouvoir y fonctionner. Donc c'est un sujet qui vient de loin pour moi et puis que j'ai cumulé avec la robotique, puisque je suis roboticien de formation. Et est-ce que tu peux nous décrire quelques projets que tu as eus très rapidement Oui, alors j'ai développé un système de robotique virtuelle en quelque sorte qui s'appelait Virtools et qui permettait de créer de l'intelligence, une forme d'intelligence, des comportements associés à des personnages, à des objets en 3D dans des mondes virtuels pour prototyper du jeu vidéo et pour développer aussi des applications industrielles. Et puis il y a aussi des artistes qui sont emparés, qui ont fait des choses avec ça. Virtools que j'ai vendu à Dassault Systèmes il y a quelques années. Okay, et donc voilà, j'ai développé aussi un robot archéologique pour aller visiter les salles qui ont été découvertes de la pyramide de Khéops, dans lesquelles il n'y a pas encore d'accès. Donc le robot a bien volé dans la pyramide de Khéops, mais pas encore dans ces salles qui ont été découvertes. Enfin, voilà, des différents. Comme vous le comprenez, avec Bertrand, on pourrait faire un Boma Campfire de 2 mois, simplement sur lui. C'est-à-dire que ce serait le seul intervenant qui remonterait en permanence sur scène. Et donc pourquoi s'intéresser au cerveau, cette fois-ci d'un point de vue médical et thérapeutique? Alors, d'abord, c'est un projet qui vient de loin, qui a démarré il y a une dizaine d'années et c'est la première fois que j'en parle publiquement, mais on est à une équipe à plein temps sur le sujet depuis 3-4 ans. Alors pourquoi s'intéresser au cerveau d'un point de vue médical? Parce que en fonction de la façon dont on fait les calculs, mais il y a environ 500 millions de personnes de par le monde qui souffrent de grands problèmes de cerveau, que ce soit toutes les pathologies neurodégénératives, les cancers, les AVC. Enfin, ça recoupe un monde fou, et je pense qu'autour de nous, beaucoup de gens ont des exemples. Moi, j'en ai eu à titre personnel. Et voilà, donc c'est un sujet qui est pris à bras-le-corps par énormément de groupes de recherche et qui a besoin de contributions significatives. Donc maintenant, je pense qu'on a envie de savoir qu'est-ce que roboter, très concrètement. Alors, on développe un micro-robot submillimétrique. Vous voyez là, je crois, une vue d'artiste. Qui est micro. Donc, c'est-à-dire qu'il est vraiment plus petit qu'un millimètre en diamètre et dont l'objectif est d'intervenir dans le cerveau de manière thérapeutique. Et donc, peut-être tu peux nous décrire ce que ce robot va faire dans le cerveau. D'accord, donc je vais prendre une image pour ça. Imaginez une ville, une très très belle ville, une grande ville, murée. C'est une capitale. Et c'est vraiment une ville où il y a tout ce qu'on peut imaginer dans une belle et une grande capitale. Donc il y a des opéras, il y a des théâtres, il y a aussi des lieux de savoir, des grandes universités, des musées, des monuments sublimes, un commerce, un artisanat florissant, il y a des espaces verts magnifiques également, il y a des grandes allées, des grandes avenues même impériales, et puis des petites rues sinueuses, pavées. Enfin, voilà, c'est une magnifique capitale comme on en connaît tous. Et dans cette ville, un jour, il y a un problème sérieux. Il y a des entités qui déclenchent des incendies dans la ville. Et ces incendies détruisent des monuments ou des pans entiers de cette ville et se déplacent, se diffusent. Et lorsque l'on est à côté d'un incendie, de ces entités, eh bien, on peut souvent le traiter. On peut éteindre l'incendie et puis on peut même envisager de commencer à reconstruire le monument endommagé. Mais il y a un problème. Il y a un problème, on n'est pas du tout à l'intérieur de la ville, on est à l'extérieur, on est derrière les murs de la ville. Et pour intervenir sur ces incendies, eh bien, on a 2 moyens de le faire. Soit on inonde la ville, la totalité de la ville,
et en plus on inonde les alentours, toute la région autour de la ville, et évidemment ça a quand même des effets assez négatifs au-delà de l'incendie en question, ou bien on décide de détruire le mur et de creuser en ligne droite un sillon jusqu'au point auquel on veut accéder pour pouvoir atteindre ce point. Et quand il y a plusieurs points en plus, plusieurs foyers, eh bien, il faut détruire d'autant les murs de la ville et les bâtiments qui sont sur le chemin. Eh bien, cette ville, bien sûr, c'est le cerveau. Ces entités, ces incendies, ce sont les neuropathologies. Et les moyens d'intervenir, ce sont les moyens actuels de la médecine. Il y a les médicaments systémiques qui vont noyer le cerveau et noyer le corps souvent de médicaments, de facteurs qui sont actifs, qui sont extrêmement toxiques. Donc on ne peut pas avoir les bons dosages aux endroits où on a ces pathologies, ces incendies. Ou bien il y a les moyens actuels qui sont géniaux, mais qui ont quand même cette limite de la neurochirurgie, de faire un trou dans le crâne, donc dans la muraille, dans la dure mère, et puis ensuite de se déplacer en ligne droite jusqu'au point d'intervention. Et s'il y a plusieurs points d'intervention, il faut faire plusieurs trous avec des très gros risques d'hémorragie, etc. Voilà. Donc, voilà comment ça se passe. Et nous, ce qu'on développe, c'est un micro-robot dont l'objectif est de se déplacer dans les rues sinueuses du cerveau pour pouvoir atteindre ces points d'intérêt, ces incendies, ces points multiples, et en 3D, c'est-à-dire en suivant les rues, en montant, en descendant sur les collines, non pas en ligne droite comme on le fait aujourd'hui, pour pouvoir déposer justement des médicaments, des thérapies géniques, des thérapies cellulaires, toute cette foultitude d'avancées très fortes de la science et de la médecine pour soigner ces pathologies. Et ce qui est très important de comprendre ici, c'est d'avoir la bonne échelle, et donc avoir l'échelle microscopique du robot pour pouvoir faire ce que tu es en train de décrire. Absolument. L'échelle de la médecine et de la neurochirurgie aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez récent, ça date des années 80-90, c'est légèrement au-dessus du millimètre. Donc on est à 1 et quelques millimètres jusqu'à 2-3 millimètres. On peut faire beaucoup plus gros, on peut ouvrir le crâne, et on a besoin de le faire parfois pour sortir des grosses tumeurs, des choses comme ça. Mais quand on intervient de manière limitée, on peut le faire à cette échelle-là. Mais à cette échelle, on a face à soi des centaines de milliers, des millions de neurones. On a une ville comme Bordeaux, Paris, au minimum face à soi. Parfois, c'est insuffisant comme précision. Et en plus, on s'adresse à des tissus. On n'est pas vraiment encore à une échelle où on peut cibler très précisément des groupes de neurones. Après, au-dessous, il y a l'échelle nanoscopique avec les nanorobots, et on en entend beaucoup parler. Alors, le nanorobot, c'est un terme générique pour décrire des très petits robots, mais l'échelle nanoscopique, qui est une échelle réelle, qui est l'échelle donc au-dessous du millimètre, c'est en fait l'échelle de la cellule. Donc ça, c'est la bonne échelle pour intervenir à l'intérieur d'une cellule ou de plusieurs cellules. Mais à l'extérieur des cellules, c'est beaucoup trop petit pour pouvoir amener et faire les interventions qu'on souhaite faire. Donc on travaille précisément entre le millimètre et le nanomètre sur cette échelle microscopique pour pouvoir amener des principes actifs aux cellules qu'il faut traiter. Par exemple, sur l'image qu'on voit là, qui est de ton laboratoire. Là, on voit des neurones dans un hydrogel qui ont recréé des connexions. Je crois qu'il y a une échelle, et on voit que les sommas des neurones, c'est-à-dire la partie un peu grosse en dehors de l'axone, typiquement chez l'humain, c'est 15 micromètres jusqu'à, pour les plus gros, 80, peut-être même 100 micromètres dans certains cas. Donc on voit qu'on est au micromètre, on est à des échelles où on peut venir intervenir sur des petits groupes, des populations de neurones. Et quels sont les autres défis associés à cette échelle dans ton projet ? L'échelle, effectivement, c'est le défi du projet. Donc, le premier défi de l'échelle, c'est la microfabrication. La capacité à fabriquer un micro-robot, donc des modules très petits, donc de la robotique mobile à cette échelle, de pouvoir les fabriquer, de pouvoir les assembler, de pouvoir faire toutes sortes d'opérations qui sont beaucoup plus faciles évidemment à des échelles plus importantes, ou qui se font de façon très différente à des échelles plus petites, avec la chimie notamment.
Ensuite, le deuxième défi à cette échelle, c'est que la physique du monde est la même, mais les principes physiques qui dominent ne sont pas du tout les mêmes. On le voit par exemple quand un insecte est pris dans une goutte d'eau, eh bien, il est emprisonné, il ne peut pas en sortir, surtout un petit insecte. Les forces sont colossales, alors que nous, dans une piscine, on arrive à peu près à sortir, surtout si on a pied. Mais voilà. En gros, les accélérations, il n'y a absolument aucune inertie. L'eau se transforme en poids, donc c'est quelque chose d'extrêmement visqueux. On est dans un univers extrêmement visqueux, et il faut trouver des nouveaux principes pour se déplacer, puisque les principes de notre monde physique ne fonctionnent plus. Et là, il faut s'inspirer, là c'est vraiment du biomimétisme, on a vu ça hier, il faut s'inspirer des cellules mobiles, il faut s'inspirer des bactéries mobiles, et voilà, qui sont très très performantes d'ailleurs. Et ça nécessite beaucoup de compétences diverses. Alors, c'est ça aussi l'autre défi. Ouais, c'est l'autre défi est plutôt, on pourrait le qualifier de managérial sur le projet. Et je crois que c'est là où mon expérience sur plusieurs domaines joue. C'est qu'il faut faire travailler ensemble des gens qui sont extrêmement spécialisés. Et il faut réussir à créer des équipes pluridisciplinaires, multidisciplinaires. Donc ça signifie des gens, des roboticiens dans notre cas, des mécaniciens, des électroniciens, mais aussi des bio-ingénieurs qui sont des spécialistes des environnements dans lesquels le robot va se déplacer, des médecins, des neurochirurgiens. Il faut avoir des gens qui soient extrêmement pointus dans leur domaine. Ça, c'est vraiment très important. Ce ne sont pas des généralistes. En revanche, il faut des gens qui soient prêts à travailler, à discuter d'abord, et puis ensuite à travailler, à collaborer avec d'autres spécialités. Et ça, c'est vraiment le challenge. C'est-à-dire qu'il s'agit à la fois d'être un expert sur les domaines des autres, en partie de ceux sur lesquels on va collaborer, mais d'être encore plus expert et de ne pas chercher à s'éparpiller non plus, extrêmement pointu sur son domaine à soi. Et cette multidisciplinarité est vraiment la clé de ce qu'on fait. Bertrand, j'ai une question pour toi. L'échelle d'intervention du robot, d'après ce que j'ai compris, est la centaine de neurones. Si on atteint cette échelle et qu'on met en perspective, on va dire dans les 10 ans, 15 ans, 20 ans qui viennent, des projets un peu fous comme ceux de Kurzweil ou ceux de Musk qui consistent à, non pas amener un médicament à cette zone, mais amener un artefact, un objet qui nous permettrait d'interagir avec ce groupe restreint de neurones pour pouvoir le connecter, par exemple, au cloud ou à Internet. Est-ce que cette technologie est une brique qui pourrait être utilisée pour réaliser cette ambition un peu folle de ces acteurs de la Silicon Valley ? Alors, tout d'abord, pour l'instant, on est en milliers de neurones encore, et la centaine ou la dizaine ou peut-être le neurone individuel, c'est un horizon extrêmement lointain pour beaucoup d'acteurs, pour les acteurs qui font un mapping, commencent à faire des mappings de cerveau de petites créatures ou de systèmes nerveux de petites créatures. Ensuite, nous, fondamentalement, vraiment, on développe un micro-robot médical. Donc on est vraiment au service de la neurochirurgie, on travaille avec énormément de neurochirurgiens et on se préoccupe de médecine, et de santé et d'amener des médicaments et puis des capteurs aussi dans le cerveau pour le réparer. Donc c'est ce qu'on fait de manière fondamentale. Ça, c'est vraiment important. Ensuite, sur le fait de rajouter des éléments dans le cerveau, aujourd'hui, dans le cadre médical, c'est quelque chose qui se fait de manière assez large, notamment sur Parkinson. Il y a ce qu'on appelle le DBS, le Deep Brain Stimulator, qui a été inventé, comme son nom l'indique, en France, à Grenoble, et qui est implanté, qui a été accepté, enfin qui a été avalisé par la FDA aux États-Unis il y a quelques années. Et on est à des centaines de milliers de personnes qui ont ces implants dans le cerveau pour limiter leur tremblement. Donc c'est déjà une réalité. Mais après, je dirais que plus fondamentalement, il y a quand même deux écoles sur ce sujet. La chirurgie de manière traditionnelle et la neurochirurgie, très probablement parce qu'elle a explosé. Enfin, les premières époques, c'était dans des périodes guerrières, donc il fallait soigner les gens sur des champs de bataille avec des
des armes mécaniques qui faisaient beaucoup de dégâts et il fallait se débrouiller le plus rapidement possible au mieux. La chirurgie privilégie la nature en fait, et les réparations naturelles et minimise tout ce qui est médicaments et tout ce qui est extérieur. Et on l'a évoqué hier dans l'une des talks, eh bien le cerveau a des capacités de neurogénèse, de neurorégénération phénoménales, incroyables, que l'on croyait ne pas exister. On pensait que seulement les enfants et les jeunes pouvaient avoir des neurones qui poussaient. Et on s'aperçoit, tous les 10 ans, on trouve des nouveaux sièges dans le cerveau de création de neurones nouveaux, même si ce n'est pas exactement aussi performant que la génération des neurones dans les embryons et dans les enfants. Et donc il y a des capacités phénoménales. Et en fait, l'idée quand même, à terme, c'est de pouvoir stimuler ces capacités pour réparer. Et dès aujourd'hui d'ailleurs, quand on a un AVC, quand il y a un choc mécanique dans le cerveau et quand il y a des destructions, eh bien le cerveau crée des nouveaux neurones et les envoie sur place. Et donc c'est ces mécanismes naturels qu'il faut venir appuyer et en quelque sorte, le micro-robot et ce que l'on souhaite faire à terme, c'est une forme de jardinage du cerveau. Et donc, il y a un peu deux écoles. Il y a l'école jardinage et l'école BTP. Et voilà, nous, on est du côté de la médecine et du jardinage, je dirais. Super, merci beaucoup. Je crois qu'il y a une question de Philippe Marlière. Et alors, j'ai envie que Philippe Marlière pose la question à Bertrand. Moi aussi. Après son intervention d'hier. Oui, merci beaucoup pour ce talk, c'est vraiment absolument fascinant. Donc, je voulais juste signaler qu'au moment où, quand on parle de résolution, là, vous avez 6 ordres de grandeur, du millimètre à nanomètre. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en même temps, et on l'a entendu un peu dans la présentation de Casper, c'est que la chimie progresse aussi vers des ensembles mécaniques qui sont définis à la résolution atomique et qui sont susceptibles de disparaître. Donc les faire apparaître, les guider, les diriger avec les différentes possibilités, puis ensuite avoir une espèce d'obsolescence programmée qu'on pourrait contrôler. Donc la chimie aura, je pense, la chimie de synthèse aura son rôle à jouer dans la construction de vos robots. Parce qu'aujourd'hui, même quand on entend parler de toutes les connexions qu'il y a, mettons, entre le monde de l'IT et puis le cerveau, où on nous montre des neurones qui sont en train de coloniser des chips et tout ça, je pense que ça fera vraiment rigoler dans 50 ans. Parce que et c'est vraiment le monde du silicium au XXe siècle, et puis ce qu'on considère comme les cultures cellulaires aussi au XXe siècle, mais probablement ça sera beaucoup plus chimique et programmé en chimie que ce qu'on veut bien comprendre aujourd'hui. Voilà, je voulais juste suggérer ça. Une petite question, vous parliez de vous inspirer du biomimétisme. Et au fond, pourquoi est-ce qu'on ne s'appuie pas sur des véhicules qui existent déjà, type des bactéries ou autres, plutôt que d'aller créer des objets mécaniques, j'ai envie de dire, quand bien même ils seraient microscopiques, pour pouvoir apporter, on va dire, une solution directement là où la nature, j'ai envie de dire, est déjà capable de le faire. Alors, je crois que ça ne fait pas rêver les gens d'imaginer qu'on leur envoie des bactéries spécifiques dans le cerveau. Et en fait, il y a des micro-roboticiens qui harnachent des systèmes électroniques sur des bactéries pour développer ce type de micro-robot. Mais ça n'a aucune, d'après moi en tout cas, et j'espère que c'est le cas, que ça n'a aucune chance d'être accepté par des instances régulatoires, parce que nous, on vise d'avoir des micro-robots pour vraiment soigner les gens, donc il faut quand même passer la FDA aux États-Unis, et puis il y a des équivalences européennes assez strictes, heureusement, très très strictes même, heureusement. Et je pense que les micro-robots basés sur des bactéries donc vivantes, actives, ou basés d'ailleurs sur de la chimie, où on créerait une propulsion avec une sorte de réacteur chimique à l'intérieur du cerveau, ça n'aura aucune chance avant, je ne sais pas combien de temps, de fonctionner. Et je ne souhaite pas d'ailleurs que ça fonctionne, parce que ça peut faire assez peur. Pas une méningite, la conquête mécanique. Je voulais profiter de cette occasion pour annoncer une première mondiale. Je vais lancer demain NanoDépanne, la première société de dépannage de nanorobots, dont le treuil est en soie d'araignée qu'on a été trouvé sur les astéroïdes. Non, plus sérieusement... S'il tombe en panne, on fait quoi? Félicitations. Alors, s'il tombe en panne, c'est une... Alors,
Alors, si quoi tombe en panne vos robots, parce que je ne les connais pas, vous venez d'en parler, je ne sais pas quoi vous dire. Ce que je peux vous dire, c'est que dans la robotique chirurgicale, il faut il y a toujours une option manuelle. Les robots qui existent aujourd'hui, il y a beaucoup de robots qui ne sont pas des micro-robots, qui sont des gros robots, qui ont un peu des bras parfois assez impressionnants. Parfois, ça ressemble à des bras de robots dans l'automobile. Il y a notamment le premier robot neurochirurgical pour le cerveau. C'est un robot français, c'est Rosa, par Bertin Naoun, qui est utilisé à différents endroits. Et pour tous ces robots, il faut qu'il y ait un mode manuel, donc il faut qu'on puisse les extraire à la main si l'électricité, tout s'arrêtait, etc. quoi. Donc il y a quand même des sécurités. Et l'une des prouesses qu'on ne peut pas mettre des bactéries dans le cerveau pour le soigner. Mais c'est un fil, c'est quoi la sécurité? Alors, voilà, c'est mécanique, donc c'est fil et puis on tire. Ouais. Et ce que tu n'as pas dit, Bertrand, c'est effectivement que ton robot, il est en communication directe et constante avec le neurochirurgien. Parce que justement, alors pour différentes raisons, mais notamment pour celle de la sécurité. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question? Oui, au fond là-bas. Tout au fond, Guy, Philippe, attention. Oh là 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 là. Merci. J'avais une question par rapport aux instances régulatoires. Tu disais, alors moi j'ai une question, c'est par rapport à, est-ce que c'est un medical device, est-ce que c'est un médicament, et comment tu envisages les essais cliniques, parce que, enfin en tout cas c'est très très disruptif, je trouve, c'est vraiment intéressant. Et... Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste des instances régulatoires, mais effectivement c'est assez compliqué. Et on est dans la catégorie, la pire catégorie, puisque, enfin la catégorie la plus régulée, puisqu'on rentre à l'intérieur du corps. Et en plus, on combine, on va amener des médicaments. Donc il y a effectivement un médicament et puis il y a un dispositif physique. Donc il y a des catégories qui s'appellent Combine. Donc on fait partie très certainement de ces catégories Combine, qui sont des catégories dans lesquelles il y a le couple médicament ou principe actif et système physique. Et il y a encore plus complexe, hein. Il y a des catégories biologiques où on va amener des cellules ou des protéines, des éléments biologiques dans le corps. Donc voilà, on est dans ces catégories complexes. Ouais. Ok, merci. C'est moins risqué. Donc là, on a appris qu'il y avait un fil. Comment il est, alors je ne sais pas, téléguidé, ou comment est-ce qu'on voit les collines, les rues, etc., que vous exprimiez? Ça pose une... Enfin, la question, c'est celle du tracking. Parce que quand aujourd'hui... Enfin, une des questions. L'autre, ça peut être celle des caméras, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, quand on intervient dans le cerveau, on intervient de l'extérieur. Et donc, on crée une image en 3D du cerveau avec des IRM et puis des scanners. Et puis ensuite, on fait un tracking qui ressemble un peu à celui... Enfin, il y a différents procédés, mais il peut ressembler à celui de la réalité virtuelle, avec des petites boules sur les instruments chirurgicaux. Comme ça, on les localise à l'extérieur du cerveau, et puis on peut localiser la pointe. Et donc, on peut savoir où on se trouve dans le cerveau par rapport à l'IRM. Nous, on ne peut pas faire ça, parce qu'on n'a pas d'éléments extérieurs de référence. Donc, on développe depuis le début, en parallèle avec le développement du micro-robot, le système de tracking. On fait d'ailleurs ça avec l'ISIR, le département de robotique de la Sorbonne Université. Voilà, donc c'est des travaux qui sont en parallèle pour pouvoir connaître sa position précise et le recaler dans les IRM, les modèles en 3D que l'on a du cerveau. Et donc il a une marche arrière, c'est ça où il fait demi-tour, comment ça se passe? Je vois que vous êtes amateur d'automobile. On va éviter de tirer le fil, puisqu'a priori il n'est pas en ligne droite. Ouais, il a une marche arrière, c'est ça? Oui, il a une marche arrière. Exactement. Pour éviter de faire des nœuds, c'est une marche arrière. Une dernière question pour conclure cette session, s'il y en a une. Vous serez également invité, comme chez Guillaume et Raphaël, à tester la solution de Bertrand dans quelques années. Hein. On vous donnera également l'adresse postale de Bertrand. Votre iPhone, ou le remplaçant. Pas d'autres questions? Eh bien, merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup.